À la faveur d'une réunion de rédaction, nous avons donc décidé à l'unanimité de relever un défi. Notre défi n'est autre que de s'attaquer donc aux erreurs médicales. Les erreurs médicales ont une implication grave sur la vie des patients. Ces erreurs médicales ont des implications très graves dans la confiance même du système sanitaire de la Côte d'Ivoire. Il va falloir donc s'en inquiéter. Et quand on s'inquiète, c'est que les cas sont graves. Oui, disons-le sans faux fuyant, parce que ça ne va plus du tout. Chaque jour que Dieu fait, on vous annonce que dans tel hôpital, une erreur médicale a été commise. Qui sont les responsables? Nous allons les situer dans cette enquête que je vous propose maintenant. Bonsoir. Si l'erreur est humaine, dans le monde médical, elle est encore très souvent passée sous silence. En Côte d'Ivoire, personne ne connaît le nombre officiel d'accidents médicaux. Mais des associations de patients avancent des chiffres alarmants. C'est ici que Roland passe la majeure partie de son temps devant ce tableau où est placardé des dizaines de cas graves. C'est quelques-unes de nos victoires. Voilà, quand on a affiché ici, sinon normalement le tableau est plein, doit être plein. Ça représente quoi pour vous? Je ne dirais pas que c'est une fierté, mais c'est pour permettre à ceux qui viennent aussi au siège de pouvoir voir les actions qui ont déjà été menées. Voilà. Il y a pas mal d'actions qui vous touchent, les unes des autres, des cas. Quelques-unes quand même. Il y a eu des cas qui m'ont particulièrement touché, comme celle de la petite Anne. Et il s'agissait de quoi? Elle a une nécrose du pied qui a été due à une injection qui a été mal réalisée dans un village du côté de Grand Laou. Voilà. Et elle, j'étais personnellement avec elle pendant plus de 6 mois. Et même à présent, c'est devenu comme ma petite fille. C'est ma fille même, disons, parce qu'on parle tout le temps ensemble. L'association, c'est l'ONG Sauve ma vie. Une association de patients qui ont tous déjà vécu des préjudices, mettant en suspens leur vie. Parmi les cas les plus récents, celui de Anne, 7 ans. Pour Anne, c'est une injection qui a été mal réalisée. Disons que c'est une erreur médicale et qui a entraîné une nécrose du pied. L'injection a été réalisée sur la cuisse suite à un palu qu'elle a eu. Du coup, le sang n'arrivait plus dans les zones du pied en bas, disons vers le tibia, ça n'arrivait plus à être vascularisé. Donc, ce qui a entraîné la nécrose du pied totalement. Les parents étaient un peu négligents parce que déjà, au préalable, ils devaient partir à l'hôpital. Ils ont essayé de traiter ça traditionnellement et lorsqu'on nous a appelés pour venir aider la petite, c'était carrément un stade terminal. Donc, il fallait amputer le pied. Des milliers d'événements indésirables et graves surviendraient chaque année en Côte d'Ivoire. Ce qui est arrivé à la plupart des patients dont les photos ont fait la une sur la toile pour susciter tout élan de solidarité. Bon, disons, nous, on ne se base pas sur le volet de poursuite. Nous, on essaye de corriger déjà l'erreur qui a été causée. Voilà, donc on prend le cas, on charge, on essaye d'apporter notre soutien aux malades. Voilà. Mais sur le volet poursuite et tout, on fait déjà ce qu'il y a à faire au préalable, c'est-à-dire chercher la personne qui a causé le tort, mais disons que on laisse ça dans les mains de Dieu. Elle, il fallait beaucoup l'accompagner psychologiquement. Si vous avez vu la vidéo au début, elle se plaignait, ils ont coupé mon pied, elle pleurait tout le temps. Voilà, donc il fallait lui dire que ça allait repousser, d'où il fallait rechercher une prothèse, avoir une prothèse parce qu'elle est petite, elle doit partir à l'école, il y a le regard de ses autres amis et l'accompagnement, ça va même dans sa famille, avec son entourage, ses amis avec qui elle joue et à l'école. Donc j'étais tout le temps également à l'école pour essayer déjà de sensibiliser et c'est bienvenu dans le programme scolaire, il y a une partie où on parle des handicapés. Mauvais diagnostic, intervention chirurgicale ratée, infection, chaque année des patients sortent des hôpitaux et des cliniques plus malades qu'en y entrant. Roland est lui-même du corps médical, il connaît bien le sujet et à quel point les conséquences peuvent être irréversibles. Les erreurs, ça arrive dans tout corps de métier.
Voilà, on peut... Et les erreurs médicales et tout, c'est pas forcément volontaire. Disons que souvent on veut sauver le malade, mais il arrive qu'on peut commettre des erreurs. Les médecins, ce sont quand même des hommes. Et les infirmiers, les aides-soignants, tout ça, ce sont également des hommes. Et tout homme peut commettre des erreurs. Voilà, quand ça arrive, ça fait véritablement mal. Mais ce qu'on doit faire, c'est de limiter au maximum ces erreurs-là, pour ne pas que ça vienne gâcher la vie des gens, sincèrement. Que devient-on lorsque ceux qui doivent prendre soin de nous font du mal? Lorsque ceux qui doivent préserver notre vie la menacent? Chaque année, des hommes et des femmes sont victimes d'erreurs médicales. En Côte d'Ivoire, combien sont-ils? Des centaines, des milliers, ou peut-être plus. Il y a problème à rencontrer 3 d'entre eux. Anne, Félicité et Christelle. 3 personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain. Comment continuer à avoir confiance en la médecine? Comment retrouver une vie normale? Comment obtenir réparation? Ils témoignent dans Y a problème. Chaque année en Côte d'Ivoire, des milliers de personnes sont hospitalisées. Si la très grande majorité des cas se déroulent sans souci, parfois la situation dérape et la vie des victimes bascule pour toujours. La terrible histoire de Anne commence il y a 2 ans, en 2022. La petite qui vit dans une famille recomposée prend la route de Grand Laou afin d'y passer les vacances scolaires aux côtés de son père. Sur place, Anne va tomber malade et va enchaîner des fièvres. Elle va souffrir de paludisme. Et elle est allée chez son papa. Elle est venue la chercher pour partir. Et dans ça, elle est restée là-bas, On s'appelle, tout va bien. Et un bon jour, elle était malade, moi je ne savais pas. Palu, puis on l'a envoyée à l'hôpital. C'est dans ça qu'on l'a fait injection. Ça n'a pas pris. Le lendemain, quand elle a dormi son pied là, le matin on est parti, son père est parti là, il a dit mais pourquoi injection ils ont fait à mon enfant? Le pied est devenu comme ça. On ne sait pas comment ça s'est arrivé. Le pied était comment? C'est enflé d'une manière, il n'y avait plus. Maintenant. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu à l'hôpital? Bon, là-bas, on nous a dit que ça va aller, on nous a prescrit les médicaments. Elle a pris, bon, ça allait tout d'un coup. Moi, j'étais ici, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Après, ma peur me dit que c'était rapide, tellement le pied était rapide. Ça a commencé à bouffer. On l'a pris pour partir, ça n'allait pas. Et puis, on l'a déposé à la maison. C'est là, mais il y a une de mes camarades qui m'a appelé, me dit que tu étais là et puis ton enfant tombe malade, elle meurt là. Elle dit non, je ne sais pas. On a appelé là-bas, on dit que ça ne va pas. Vraiment, injection ils ont fait à l'enfant, là, ça ne va pas. Même l'homme même qui l'a fait injection, on ne l'a pas vu jusqu'à l'heure là. Donc, ma maman allait la chercher pour venir. C'est trop tard, on ne pouvait plus faire quelque chose. Le pied était déjà gâté. On l'a gardé à la maison. On l'a passé ici. On était retrouvés au hôpital général d'Adjamé. On est resté là, tout l'argent qui était sur nous était fini. On est resté jusqu'à moins 1, la petite d'aller partir. Son père, à son chevet, aura comme premier réflexe de l'accompagner à l'hôpital. Le médecin traitant décide alors de lui faire une injection. Les parents et Anne sont confiants. En cas de palu, les injections d'antipaludéens sont courantes. C'est alors un geste banal. Mais quelques semaines plus tard, Anne ne se sent toujours pas mieux. Au contraire. Aujourd'hui, ma fille est comme ça, vraiment. Mon cœur là, ça me fatigue beaucoup. Souvent que je suis là, je dors mais je ne dors pas bien. Je dors mais je ne dors pas bien. Je vous assure, je dors mais je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille dans moi-même. Sincèrement, je ne suis pas tranquille dans moi-même. Souvent, je suis là, je pense, comment ça est arrivé? Et puis aujourd'hui, on est arrivé là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis là, je ne comprends pas. Je vous assure, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Comment c'est passé? Puis, avec tout ça, c'est arrivé comme ça. Tous ceux-là ne sont pas abandonnés. Je ne sais pas comment ça est arrivé. Je ne comprends rien. En fait, le médecin traitant va injecter l'antipaludéen à un endroit contre-indiqué. Pour les enfants de l'âge de Anne, ce genre d'injection doit se faire au milieu de la cuisse et en externe. Mais le médecin va le faire en interne de la cuisse, au mauvais endroit. Cette opération va léser les vaisseaux sanguins et les tissus environnants.
ce qui va limiter la circulation du sang. La jambe gauche de Anne va alors souffrir de nécrose. C'est là votre sentiment qu'on voit comme ça. Vous vous sentez comment? Ça me fatigue beaucoup. Oh. Mettez-vous là, mettez-vous. Une nécrose, c'est la mort prématurée des cellules ou des tissus musculaires, causée par une absence d'irrigation sanguine. Pendant plusieurs mois, la jambe de Anne va pourrir. Puis, inflammation et liquéfaction, c'est la privation d'oxygène qui va causer ce dommage. La dernière fois, ma mère disait que la chair a collé, le truc l'a collé sa chair là. Je ne pouvais pas enlever ça. Je suis rentrée à la maison, dans la chambre, c'est sa grand-mère. Je ne pouvais même pas regarder. Je ne pouvais pas regarder parce que sa chair l'a collé. Le truc l'a collé sa chair là. Elle criait, elle pleurait, ça me touchait tellement. Je suis rentrée dans la chambre. C'est sa grand-mère qui est venue, qui a enlevé, elle a mis huile. Puis elle est partie à l'école. Après ça, je suis sortie. Parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Le matin comme ça, à cause d'elle, je sors. Elle-même, elle se débrouille, elle met son pied, puis elle s'en va. Mais hier, là, le truc l'a attrapé sa chair là. Je ne sais pas, il y a eu plaie là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est arrangé. Ça a attrapé même. On a oublié de mettre huile et puis... Que s'est-il passé ce jour-là? Manque de concentration, négligence, manque d'expérience, plusieurs questions sans réponse, mais on peut voir la souffrance d'une mère qui voit son unique fille payer cher les conséquences que lui a coûté cette erreur médicale. Depuis 3 mois, Anne doit s'habituer à cette prothèse, avec quoi elle doit regagner en confiance. Félicité a 26 ans, elle vit à Yopougon avec sa mère. Il y a 5 mois, la jeune fille sortait d'une opération délicate. Pendant 10 longues années, voilà le visage qu'elle avait. Ce qu'elle avait au visage, c'était une tumeur mandibulaire très avancée. Elle me dit qu'elle a une petite boule à partir dont on a arraché là. La partie dont on a arraché, il y avait une petite boule qui était là. Ça, c'était le résultat après. Donc, il y avait une petite boule qui l'a démangé. Elle m'a dit non. Donc, j'ai dit aux parents, maintenant que peut-être c'est Coco. On a commencé à la traiter, ça n'allait pas. Donc quand je suis venue à Abidjan, on m'appelait partout, vraiment, viens prendre la petite, ça ne va pas, vraiment, ça ne va plus. Le truc commence à évoluer, vraiment, viens voir. Et je suis allée la chercher, elle est venue. Quand elle est venue aussi, on a fait de nos mieux. Mais ça n'allait pas. On envoie ici, on dit ici, on envoie à l'hôpital, ici, on envoie. On a fait l'hôpital de Ouassakara. On a tout fait, ça n'allait pas. Félicité est une victime d'erreurs médicales. Comme de nombreuses victimes, elle aussi mène un combat sans fin. Souvent désespérée pour obtenir reconnaissance et réparation, son adolescence a commencé dans le chaos le plus total. Nous sommes en 2013, dans la ville de Bokanda, quand un médecin fait un mauvais diagnostic de ce qui était le début d'une tumeur. Il évoque plutôt une simple carie dentaire. C'était difficile. Il y a des pus qui sortaient. Elle n'arrivait plus à tenir ses salives. Ça coulait seul. Quand elle dort dans la nuit comme ça, vraiment. Vraiment. Vous en voulez à quelqu'un? Et pourquoi finalement c'est aussi tard que vous avez fait l'opération? Oh, c'est le manque de moyens.
C'est même douloureux. Ça a été une épreuve avec votre fille. Vraiment, c'était difficile. Le temps passe et la tumeur va passer à sa phase terminale. Et à cet instant, il n'y aura plus rien à faire. Les parents de Félicité sont persuadés que la jeune fille aurait pu se débarrasser de cette tumeur sans même une opération. Sa vie va basculer, elle va interrompre sa scolarité. À 26 ans, elle est en classe de 3e, des années gâchées. C'est lourd à porter. Oui. Le fait, ça aide au courage. Parce que dans la vie, il ne faut pas être découragé. Parce que... Beaucoup d'espoir. Oui, oui. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais vivre. Donc c'est vu aujourd'hui. Je sais que Dieu va me faire grâce. S'il m'a donné de longue vie, ça va aller. Tu y crois. Avec ta mère, tes proches, tout le monde est là à tes côtés. Puis je sens beaucoup de soutien. Avec ma maman aussi. Je lui dis merci de rester à mes côtés. Parce que c'est pas tout moment qui peut supporter tout ça. Mais en tant que mère, elle a fait de son mieux pour moi. Jusqu'aujourd'hui, elle continue. Je lui dis merci beaucoup. Essayer de faire reconnaître une erreur est extrêmement compliqué. Malgré des éléments parfois accablants, l'erreur est rarement reconnue par le corps médical. Cette jeune femme est aussi une victime d'erreurs médicales, du moins en tant que parentée à une victime. La victime, c'est sa mère, qui malheureusement a perdu la vie après une opération chirurgicale. Tout se passe un matin dans une clinique de la place, comme nous raconte Christelle. C'est comme ça qu'on l'appellera. Alors, je me présente, je suis âgée de 28 ans. Et l'année dernière, bon, disons fin 2022, début 2023, voilà, on a découvert que ma mère, âgée de 68 ans, avait une tumeur au cerveau. Voilà. Et donc, on a essayé de chercher l'argent un peu partout, frapper à des portes, et on a pu vraiment réunir une grande somme, voilà, de 4-5 millions comme ça. Voilà. Et nous sommes allés à l'hôpital. Après, on peut dire l'opération, on revient et... L'opération s'est bien passée? Oui, oui, oui. Puisque après, on a pu aller la voir et tout. Et après quelques heures, disons 5 heures, on revient, on nous dit que maman est partie. Et pour cause, les chirurgiens se sont trompés dans l'opération. Voilà, la tumeur, ils ont, on peut dire, opéré le cerveau, mais ils ont oublié de recouvrir le cerveau à la fin. Ils ont juste collé à la chair. Et comme maman était vraiment âgée, elle n'a pas pu supporter, elle a succombé. Et comment vous avez pris la nouvelle? C'était vraiment dur. Et ça continue de l'être parce qu'avec maman, on avait des projets. On était tout le temps ensemble, puisque moi, je suis la deuxième. On était vraiment liés, on avait des projets. C'est vrai, on a su qu'elle était malade, mais on se disait qu'avec l'aide de Dieu. Et puis, on avait aussi des cas de certaines personnes qui ont pu se reconstruire après cette tumeur. Donc, on se disait que voilà, c'était juste une étape. Et bon. À ce moment, Christelle l'ignore encore, mais la mort de sa mère surviendra comme une bombe à retardement. Ce que Christelle n'arrive pas clairement à nous expliquer, c'est que les chirurgiens réalisant l'opération ont dû retirer un bout de crâne, donc un bout d'os, pour atteindre son cerveau.
Par chance, l'opération se passe bien. Aucun incident n'est à signaler. Pourtant, la mère de Christelle décède peu de temps après. Ce qu'on apprend dans un rapport, un expert en chirurgie fait état de l'oubli de remettre le bout d'os retiré pour l'opération. La peau et le cerveau en contact direct, c'est le drame. On pensait vraiment surmonter cette épreuve puisque les médecins nous ont rassurés. On a eu à donner la somme qui était demandée et tout. Et donc c'était vraiment dur et ça continue de l'être. Maintenant, je ne peux même pas passer devant un hôpital. J'ai peur. Vous repensez à tout ça? Oui. Oui. Les mots des médecins, les cris dans la salle, dans l'hôpital. Qu'a-t-il s'est passé ce jour-là, à votre avis, pour que le médecin oublie de remettre le bout de crâne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tout s'est bien déroulé. Et je ne sais pas comment quelqu'un qui réfléchit, qui a juré sauver des vies, peut oublier de recoller un cerveau dans la tête de quelqu'un pendant que toute sa famille l'attend là, juste à côté, et après venir s'excuser comme s'il avait juste cassé un pot. Donc, je ne sais pas. Et là commence le début du calvaire. Culpabilité, sentiment d'injustice, Christelle passe par toutes les émotions. Face aux pressions, la famille de Christelle refuse d'aller loin dans la procédure judiciaire. Une situation qui met dans l'embarras la clinique, qui n'assume toujours pas cette responsabilité. Elle portera plainte contre la clinique, mais elle n'obtiendra jamais gain de cause. La médecine moderne, elle n'y croit plus. Très sincèrement, tout ce que je pense de la médecine est négatif. Je ne pense rien de bon. Parce que je ne peux pas comprendre comment des personnes qui ont étudié pour pouvoir sauver des vies, qui ont juré pour sauver des vies, se comportent comme ça. Oublier un élément dans une opération. Je ne sais pas s'ils ont loué la personne, ou bien si c'est un groupe de personnes qui voulaient faire ça pour pouvoir vendre dans le marché noir, je ne sais plus. Je me suis assise, j'ai essayé de réfléchir, de penser, je me suis posé 1001 questions jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse et on me sort seulement que des excuses. Très sincèrement, je ne crois plus en la médecine ivoirienne et on peut dire en général. Voilà, je hais les hôpitaux, je hais les médecins. Parce que ils m'ont laissé quelque chose de très noir, de sombre. Voilà. Quel est le combat de ces victimes, leur famille pour faire éclater la vérité et obtenir réparation? Comment éviter les erreurs médicales? Comment être indemnisé? Les personnages que nous avons rencontrés dans le cadre de ce reportage sont pour l'heure des oubliés de notre société. C'est avec beaucoup de tristesse que je vous retrouve après donc ce reportage. Et vous le savez bien, les raisons données sont toutes simples. Comment quelqu'un peut-il prêter serment? Prendre l'engagement de pouvoir prendre soin donc de la santé des populations. Et ne même pas faire son travail avec beaucoup de sérieux. Les erreurs médicales sont récurrentes. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on ouvre le débat. Et pour une fois, je voudrais vraiment dire merci donc à ma direction. Merci à l'équipe de production de votre magazine, il y a problème, parce que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle. Est-ce que nous allons trouver les mots, est-ce que nous allons trouver les éléments nécessaires comme information pour donner aux populations, pour ne pas s'embourber dans telle tragédie, parce que c'est un véritable drame. Quand on vient chez un médecin, c'est pour se soigner. Ce n'est pas pour craindre pour sa santé. Maître Marcel Diogbenou, vous êtes agent d'affaires judiciaires, vous êtes titulaire du cabinet juriste Consult. Tout à fait. Je vous dis merci d'avoir répondu donc à l'invitation de l'AFTV. Merci à vous également. Merci à Dieu. À côté de vous, vous avez quelqu'un qui est dans le métier, dans le corps. Docteur Chérif Osman, vous êtes urgentiste. Ça veut dire quoi un urgentiste? C'est un médecin qui s'occupe des patients qui viennent aux urgences. Quand leur cas est grave, quand ils arrivent au moment où c'est un peu chaud,
Le médecin qui s'occupe d'eux aux urgences s'appelle le médecin urgentiste. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. C'est ce que j'ai dit en introduction de ce débat que nous allons avoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'un médecin urgentiste comme vous peut prêter serment pour prendre soin de la santé des gens et que dans l'exercice de ses fonctions, il fasse des erreurs médicales? Ce que j'ai dit, est-ce que c'est vrai? C'est aussi vrai que dans tous les autres métiers, il est possible de faire les erreurs. Et on va revenir sur les causes et sur les conséquences et sur les procédures pour éviter tout ça. Mais effectivement, il existe des erreurs médicales dans tous les pays du monde, mais encore plus en Afrique, malheureusement. Il vient d'ouvrir. Il a donc mis le pied dans le plat suite aux questions que je lui ai posées. Vous qui défendez donc les droits de ces personnes qui sont victimes donc de ces erreurs médicales, je veux dire que parlez-nous un peu de ce que vous savez et qu'est-ce qui a été entrepris à votre niveau et qu'est-ce que vous comptez faire pour ces personnes. Merci. Je dois revenir sur la question de l'erreur médicale. Je ne parlerai pas d'erreur médicale, je parlerai plutôt de faute médicale parce que c'est une notion technique parlant de droit. Et il faut dire que le professionnel de la santé, le médecin ou ses auxiliaires n'ont pas une obligation de résultat, ils ont une obligation de moyens. Et ils doivent tout faire, mettre tout en œuvre pour pouvoir sauver le patient, pouvoir lui apporter le soulagement qu'il faut. Mais malheureusement, il se trouve que par inattention, par négligence, par manque de professionnalisme, il arrive que des analyses soient mal faites. Il arrive que l'attention et l'humanisme même souvent n'est pas accordé aux patients. Et le législateur, c'est vrai, il n'y a pas un code spécifique en la matière parlant du droit médical, mais il y a le code civil parlant de l'article 1382 du code civil qui dit que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel le dommage est arrivé de le réparer. Et il y a aussi des lois la loi de 1962 sur la déontologie médicale qui régit les rapports entre le médecin et le patient. Et c'est ce que je venais de dire, le médecin doit tout faire, mettre tout en œuvre, tout ce qui est de sa code d'action, tout ce qui est moralement possible, tout ce qui est légal, pour faire en sorte que le patient puisse recevoir un soulagement ou être sauvé de sa pathologie. Docteur, Maître Diogbenou a dit ce n'est pas erreur médicale, mais c'est une faute médicale. Dans notre reportage, le thème, c'est erreur médicale. On retient quoi pour continuer le débat? Non, en fait, en médecine, la faute médicale est une erreur médicale parce qu'il y a plusieurs types d'incidents médicaux ou encore appelés accidents médicaux. Il y a l'accident médical fautif et il y a l'accident médical qui est non fautif ou encore appelé aléa thérapeutique, aléatoire. Donc un chirurgien a opéré 10 000 fois un cas d'appendicite par exemple. Et un jour, il opère le même cas d'appendicite et après, le malade fait une infection ou une suppuration ou le malade est paralysé après. Est-ce que c'est parce que le chirurgien a mal opéré ou est-ce que c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aléa, c'est quelque chose d'aléatoire qui peut survenir après. Donc il y a l'enquête qui est demandée lorsque le patient se plaint d'avoir eu quelque chose de négatif après un acte médical. L'enquête va décider de deux choses. Est-ce qu'à la fin, il y a eu une faute médicale? Est-ce que le médecin aurait dû faire quelque chose qu'il n'a pas fait ou a mal fait quelque chose qu'il aurait dû faire? Dans ce genre de cas, si c'est prouvé que c'est ça, ça s'appelle une erreur médicale, encore appelée faute médicale. C'est exactement la même chose. Chez les juristes, ils parlent plus de faute médicale, mais chez nous, erreur médicale, c'est exactement la même chose. Mais dans le cas où ce n'est pas une faute médicale et que le médecin a posé le bon acte, en ce moment, on parle d'aléa thérapeutique, c'est quelque chose d'aléatoire. Ce n'est pas de la faute du médecin, c'est la part du hasard qui est dans la médecine. Alors, je vous prends un mot, docteur. Alors, quelles sont les principales causes les principales causes d'erreurs médicales? Les erreurs médicales. En fait, il faut savoir que les erreurs médicales aujourd'hui deviennent de plus en plus fréquentes dans les environnements où les médecins sont de moins en moins attentionnés. Quand par exemple vous avez dans un service d'urgence ou dans un service de consultation, un médecin qui doit consulter 30 personnes, qui va consulter finalement 400, 200, 300 personnes, au fur et à mesure que vous travaillez, votre concentration baisse et vous avez la possibilité malheureusement de faire des erreurs médicales. Il y a aussi le fait de la formation. Vous savez, il y a certains médecins qui ont été formés à Abidjan, qui ont fait toute leur formation à Abidjan et qui sont par exemple affectés à Man, à Zouaounien, à Kouibli, où le matériel médical sur lequel ils vont travailler n'ont pas été formés sur ça. C'est vraiment largement en deçà. C'est des risques d'erreur médicale.
Il y a aussi le problème des dossiers médicaux. Vous savez, quand vous êtes un malade, que vous arrivez à l'hôpital, par exemple, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous avez d'autres choses que vous ne pouvez pas expliquer forcément tout aux urgences. Moi, je me rappelle avoir des patients où on est tellement dans le show que le patient ne se rappelle pas de tous ses antécédents, de toutes ses contre-indications, ses allergies et tout ça. Aux urgences, ça crée beaucoup d'erreurs médicales. Et donc, l'une des solutions, j'anticipe en même temps, l'une des solutions, c'est de créer des dossiers médicaux informatisés. Parce qu'on a beau travailler sur des dossiers médicaux qui sont écrits, on ne va pas avoir de solution. Parce que le patient ne peut pas tout vous dire aux urgences. Quand tout est informatisé, dès que le patient vient, vous saisissez un numéro informatique de ce patient, toute son histoire médicale sort et vous avez la facilité de le soigner. Docteur, c'est vrai que tout le monde fait des erreurs. Ouais. Sauf qu'à votre niveau, l'erreur que vous commettez peut mettre fin à la vie d'un patient. C'est ça. Peut créer quelque chose de plus grave sur son corps, c'est-à-dire qu'il peut ne plus retrouver ses jambes. Tout à l'heure, dans vos propos, vous parliez de oui, quand le médecin se retrouve entre 800 et 400 patients, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux, malheureusement. Et même ces médecins prennent plaisir à avoir beaucoup plus de patients parce que à la fin des courses, on essaie de voir ce qu'on a pu gagner. Ce sont des faits. Je veux dire qu'il ne faut plus qu'on ait honte de tout ça. Alors, John Jay, moi je dis aujourd'hui, les juristes sont beaucoup dans la responsabilisation individuelle. Nous, les médecins, moi particulièrement, qui suis responsable d'association médicale, je pense qu'il faut aller dans la responsabilisation collective. Vous savez, un médecin qui travaille par exemple au CHU de Cocody de Trècheville, je vous dis qu'il reçoit 40-50 patients. Au fur et à mesure qu'il reçoit le patient, l'erreur médicale qu'il commet, il est le fautif, c'est vrai, mais il y a une responsabilité collective. La personne qui fait en sorte qu'il est seul médecin à recevoir 40-50 patients est tout aussi responsable que celui qui reçoit les patients. Voilà. Donc on n'occulte pas la responsabilité du médecin. C'est clair que la responsabilité lui incombe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un environnement de patients. Je vous assure qu'il existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne vais pas trahir certains endroits, certains lieux d'endroits, mais il existe des endroits en Côte d'Ivoire où, en hospitalisation, il n'y a aucun médecin de garde. La nuit, quand vous arrivez aux urgences, tous les malades passent par un seul médecin. Mais la nervosité, mais ça va venir au fur et à mesure quand vous recevez plus de patients. À un moment donné, c'est difficile. Je ne dédouane pas le médecin en disant ça. Je dis simplement qu'il faut bien se concentrer sur les causes pour atteindre les solutions. Si on ne se concentre pas sur les causes, les solutions seront difficiles à trouver. Il faut se concentrer sur les causes maîtres. Les causes, vous les connaissez. Donc, lui, il dit, vous agissez de façon individuelle sur les différentes mises en cause. Dans ce qu'il dit, il dit des choses très importantes parce que si le médecin, on lui donne un emploi du temps hyper chargé, alors qu'il est censé être là avec 2, 3, 4, 5 collègues, avoir un emploi du temps, il va peut-être travailler de 8h à 9h. Mais si à 9h, celui qui doit venir prendre le relais se trouve dans une clinique privée, est-ce que lui, il a ses charges chaque mois? Donc, si le salaire qu'on lui donne au niveau de l'État ne permet pas de joindre les deux bouts, il est obligé de multiplier ses activités. Ça, ce sont des choses aussi qui compliquent la situation. Il y a des problèmes techniques qui sont notés. Par exemple, quelqu'un qui a fait toute sa formation à Abidjan, qu'on l'envoie dans une zone reculée, qui ne maîtrise pas l'outil, qui est sans doute vétuste, il peut se trouver qu'il va faire un mauvais diagnostic, il va administrer un mauvais soin. Et donc, comme le dit l'article 7 de la Constitution, l'État a l'obligation d'assurer les soins pour tout le monde, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta religion, quel que soit ton rang social. L'État doit faire en sorte qu'un homme, une personne puisse bénéficier des soins de qualité. Et c'est de là que je veux indexer la responsabilité de l'État sur la question des plateaux techniques, des instruments qu'utilisent les médecins, sur les lits d'hôpitaux. Souvent, quand tu vas aux urgences, il y a d'autres même qui sont aux escaliers, où le médecin ne peut même pas, parce que vu qu'il n'est pas dans les conditions, le médecin ne peut pas l'occulter comme il se doit. Et les hôpitaux n'ont pas des outils qu'il faut pour diagnostiquer et tout ça. Et donc, si le diagnostic est mal fait en amont, il va sans dire que le médecin qui administre le soin va mal administrer son soin. Alors, maître, moi, je suis victime d'une erreur médicale. Je viens vous voir. Je vous en parle.
Qu'est-ce qu'on fait après? Première des choses, il faut pouvoir établir la preuve de l'erreur, de la faute médicale par rapport au dommage que vous présentez. Par exemple, Comment je donne la preuve? C'est justement pour ça qu'il faut avoir des techniciens en la matière, des médecins légistes, des spécialistes, en fonction du cas, pouvoir nous dire que le soin qu'il t'a administré et la douleur que tu présentes est la conséquence du soin qu'il t'a administré, par exemple. Et il arrive souvent que dans l'abdominal, il y a de l'air et on apparente ça à une tumeur, par exemple. On ouvre et se trouve que ce n'est pas une tumeur, c'est juste de l'air qui est dans le poumon. On va essayer de faire un petit film tout au long de cet entretien. Je prends le docteur. Alors, docteur Chérif, moi je viens à l'hôpital, je suis diabétique. Il y a certains soins qu'on ne doit pas m'administrer. Vous faites cette erreur et puis vous me donnez des soins qui ne conviennent pas à ceux dont je souffre. À quel moment vous vous rendez compte que vous venez là de commettre une erreur médicale, mais qui se rend compte que vous l'avez été? Puisque vous, en âme et conscience, vous l'avez fait. Mais comment vous savez? C'est vous qui le constatez que vous l'avez fait ou bien qu'est-ce qui se passe après? À quel moment on se rend compte que celui qui me traite vient de faire une erreur médicale? Non, très souvent, c'est dans le circuit de soins, l'infirmier, l'aide-soignante et le médecin sont un maillon, chacun a un maillon de traitement. Très souvent, quand il y a eu une erreur, l'un des trois peut se rendre compte. Je dis peu parce que ce n'est pas toujours que ça arrive. Si le médecin se rend compte, par exemple, que l'infirmier n'a pas fait le soin adéquat, si c'est l'infirmier qui se rend compte que par rapport au patient, le médecin a prescrit quelque chose, il y a eu un oubli et que le soin a déjà été fait, l'erreur médicale peut être constatée par les trois, par le médecin, l'infirmier, l'aide-soignante, qui sont au chevet du malade. Au cas où ça n'a pas été fait, le cas le plus fréquent, ce n'est pas ça. Le cas le plus fréquent, c'est le patient lui-même qui reçoit un dommage, comme le juriste l'a dit. En fait, c'est le dommage qui est la première étape. C'est-à-dire que le patient... avant qu'on arrive au dommage, je dis comment le patient se rend compte que vous venez là de commettre une erreur? Comment il fait? Le patient ne peut pas savoir. Très souvent, c'est quand il y a des corollaires, des conséquences visibles sur sa personne. Vous voyez, on lui a fait une piqûre et 3 jours après, il commence à boiter. Ou le lieu où on l'a piqué s'enfle. C'est ce qu'on appelle le dommage, tout ça. En fait. Donc, le dommage, quand à partir du moment où il y a le dommage, il revient voir le médecin, mais écoutez, mais vous m'avez fait une piqûre, je ne sens même plus la partie est morte. Je ne peux même plus faire bouger mon pied. Et c'est quand il y a le dommage, souvent même le médecin ne s'en rend pas compte. C'est la personne, le patient, qui ressent sa douleur, parce que c'est sa chair, c'est lui qui a ses sens, c'est lui qui après qui exprime. Donc c'est le patient qui va vers le médecin pour dire non, moi depuis un moment, voilà ce que vous avez fait. Ça c'est un cas. Okay. Voilà. Parmi les autres cas, il y a le fait aussi que le médecin peut se rendre compte d'une erreur médicale et informer le patient. C'est déjà arrivé plusieurs fois où le médecin vient voir le patient pour dire « Monsieur, toutes nos excuses, là on s'est rendu compte, moi je me rappelle dans un hôpital, je ne vais pas citer de nom, où il y a eu 2 noms pareils, c'est-à-dire que 2 patients qui avaient des noms pratiquement pareils, et on a fait le soin administrer le patient soin de l'autre A au patient B, alors que c'est le patient B qui devait recevoir parce que le nom était pratiquement pareil. Ça, ce sont des erreurs médicales. Le patient vient, le médecin vient informer le patient pour dire, monsieur, le soin que vous avez reçu tout à l'heure, c'est une erreur, ce n'est pas vous qui devez le recevoir, mais on va faire tout pour ne pas que vous ayez des dommages dessus. Donc, dans les 2 sens, c'est possible. Le médecin, avec honnêteté intellectuelle, peut venir informer son patient, comme c'est le patient qui peut voir le dommage. Mais quand le patient voit le dommage, ce n'est pas encore une erreur médicale. Parce qu'il faut établir ce qu'on appelle le lien de causalité. Il y a eu un acte, il y a eu un dommage. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'acte qui a créé le dommage? C'est là que les juristes vont rentrer en compte avec les experts qui vont essayer de savoir est-ce que l'acte a créé le dommage, et en ce moment on parle d'erreur médicale. Merci d'être venu. Vous avez aussi la possibilité de contacter cette ONG qui fait beaucoup, n'est-ce pas? L'ONG Sauve ma vie. Vous pouvez les contacter donc au 07 77 77 17 29. Si vous avez peur d'un avocat, vous avez peur d'un médecin, ben, allez-y à l'ONG, vraiment, ils sont comme vous, vous pouvez parler avec eux tranquillement. L'erreur médicale tue, il va falloir la tuer avec toute la dernière énergie. Nous sommes tous responsables, que ce soit les directeurs des hôpitaux, que ce soit les responsables administratifs de l'État de Côte d'Ivoire. Chacun a sa part de responsabilité. Quand des choses qui devaient être faites par 2 personnes, qu'elles sont faites par une seule personne, il va sans dire qu'on va droit dans le mur. Il va falloir que chacun se pose la question réelle. Ça ne va pas du tout dans nos hôpitaux.
C'est devenu un fait banal, ces erreurs médicales. Il va falloir qu'on y mette fin. Merci. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres sujets, parce que tant qu'on vit, on fait toujours face à des problèmes. Bonsoir.